Dans cette vidéo, nous allons voir les JO de 1938 qui ont une finalité hygiéniste. Dans un premier temps, quels sont les objectifs? L'objectif principal est de donner le goût de la culture corporelle et de la vie au plein air, avec un objet essentiel qui est d'équilibrer la place des différentes disciplines dans l'ensemble de l'enseignement. Nérin dira même la lutte contre le surmenage à l'école et la lourdeur des programmes. Comment cela se traduit? Cela se traduit par la mise en place de 3 heures de paix plus 3 heures de demi-journée de plein air. Ces demi-journées de plein air seront prendre avec des pincettes qui seront souvent proposées lors de la pleine saison où les enfants pourront aller dehors. Ce qui est intéressant de voir dans ces textes, c'est que en fait, il y a une proposition de plus d'heures dans l'emploi du temps et cette accrudescence d'heures dans l'emploi du temps permet de donner un poids plus important à la discipline. On sait qu'une discipline qui possède un nombre d'heures important est souvent considérée comme importante dans le système. Cependant, ces IO ne sont pas obligatoires. En effet, il ne s'agit pas de programme et si l'enseignant n'a pas d'affinité avec la pratique de paix, alors les enfants ne pratiquent pas. On cherche en général dans ces IO, vraiment la finalité c'est de rechercher à rééquilibrer la place des disciplines moins intellectuelles avec des disciplines plus intellectuelles. Pourquoi cela? Nous allons voir par rapport aux facteurs exogènes, c'est-à-dire les facteurs hors de l'école. En effet, lors de cette période, un gouvernement de gauche se met au pouvoir avec différentes lois sociales, les accords de Matignon en 1936. Ce gouvernement de gauche arrive au pouvoir grâce à une union des communistes et des socialistes pour lutter contre l'extrême droite. La politique de ce gouvernement, ça va être vraiment d'une oxygénation des corps. On peut le revoir dans les IO de 1938, car il y a une peur de la dégénérescence de la race. Cela va arriver, on va dire, dans un premier temps, avec le plan Desarnod en 1936, qui sera les prémices des IO de 1938. Lors de cette période, le gouvernement, le Front populaire, va mettre en place une série de rapports en fait, pour vraiment mesurer cet état de dégénérescence de la race. Et le premier rapport, et le plus important, sera celui du rapport Sellier-Lagrange en 1937. Le rapport Sellier-Lagrange fait un état très catastrophique de l'état de santé de la jeunesse française. Cela va amener le BSP. Et en créant le BSP, c'est un effort national de rénovation que nous tendons convier à tous ceux qui ont la charge de la jeunesse française et l'avenir de notre pays. On voit bien ici une politique sanitaire au travers la mise en place d'un brevet sportif populaire. Ce brevet sportif populaire va aussi servir à la démocratisation du sport, un sport qui se veut dans cette période amateuriste, car en fait il y a des grosses réticences des politiques par rapport au sport élitiste. Notre souci est moins de créer des champions et de conduire sur le stade 22 acteurs devant 100 000 spectateurs que d'incliner la jeunesse de notre pays à aller régulièrement au stade, à la piscine, au terrain de sport. Ce seront les mots, encore une fois, de Léo Lagrange en 1937. L'apparition du BSP en lien avec le sport, sachant que le BSP va utiliser le support sportif pour son évaluation, ça va avoir un gros succès et ça va permettre de faire un vrai état de la santé physique des Français. On voit la création d'un homme nouveau par le sport et le sport qui devient progressivement en fait un échappatoire du travail. Cette montée du sport et l'utilisation du BSP, en fait, on observe pour la première fois de l'histoire qu'un gouvernement met en place une réelle politique culturelle. En effet, c'est le premier moyen mis en place par un gouvernement pour, on va dire, mettre en avant un aspect culturel de la société qui est ici le sport. L'objectif, comme on l'a dit, c'est vraiment un objectif sanitaire où l'État va tout axer vers la lutte contre la dégénérescence avec une phrase forte de Léon Blum, qui sera chef du gouvernement en 1936, qui exprime que tout ce que l'État dépense dans la sauvegarde de la santé est une économie certaine, le terrain de sport étant le rival de l'Obsis et du sanatorium. Dans les facteurs endogènes, c'est-à-dire à l'intérieur de la discipline, on voit différentes influences. L'influence déjà des médecins qui vont orienter ces IO de 1938 vers un côté hygiéniste, une finalité hygiéniste, et qui vont s'appuyer sur les IO de 1923 et le manuel de 1925. Une pratique sanitaire avec 3 objectifs majeurs. Un objectif physique de redresser le corps, un objectif moral de discipline dans la pratique, et un objectif, on va dire, intellectuel de rafraîchir l'attention avec vraiment une lutte contre ce surmenage intellectuel. On voit aussi, lors de cette période, dans l'école, une démocratisation du système scolaire. L'école devient obligatoire jusqu'à 14 ans en 1936
Et avec la loi Desmonzy, en 1934, on observe une gratuité de l'externat qui permet en fait d'avoir un afflux dans l'école plus important d'élèves. On retrouve aussi la loi du 5 avril 1937 qui permet de déresponsabiliser l'enseignant d'EPS en cas d'accident en cours. Donc ça va faciliter l'accès à la discipline avec plus de liberté d'agir pour les enseignants. Ces IO 1938, on a dit qu'ils étaient basés sur une formation assez hygiéniste. Cela est dû, on va dire, à la formation aussi dans les IREPS, qui est majoritaire, des IREPS qui sont soutenus par les médecins. C'est pour ça qu'il y a marqué l'influence de médecins dans les facteurs endogènes. Et l'apparition du sport, on va dire, c'est le petit point décalé, la création de l'OSU. L'OSU qui est en gros la première fédération du sport scolaire. La création de l'OSU qui amène progressivement le sport dans l'école, mais un sport vraiment à visée sanitaire. Quelles sont les pratiques et quel bilan pouvons-nous tirer de ces IO de 1938 ? 3 oppositions de pratiques sont en général fortes dans cette période. On a la méthode naturelle de Weber, avec les enseignants qui sortent des écoles normales d'EPS, la méthode suédoise hygiéniste qui est la plus présente, on va dire, sur les pratiques, pas forcément la plus présente dans les textes, sachant que la méthode naturelle est aussi bien mise en avant dans les textes. La méthode suédoise qui est soutenue par Fournier et la Ligue française d'éducation physique. Et enfin, la méthode sportive de Belin-Ducoteau, avec des séances divisées en 2 modes, soit une séance générale, soit de spécialisation, avec l'utilisation d'une méthode, la méthode VARF, pour l'évaluation. Cette méthode sportive est un petit peu en avance sur le temps, mais il convient de la souligner, car elle va être importante pour la suite. On va retrouver dans cette période aussi une exception de pratique, la méthode Montessori. La méthode Montessori sera une méthode active d'apprentissage avec des expérimentations du corps où l'élève va créer son savoir et comprendre l'apprentissage seulement s'il comprend le sens. Ainsi, on observe un enfant avec un esprit absorbant et du coup, on va essayer de le mettre en action avec gestes où l'enseignant va juste corriger et on essaie de faire comprendre à l'enfant sa façon de pratiquer. Il y a une classification des enfants par âge et en fait, il y a une mise en avant de l'autonomie, toujours dans un modèle transmissif. Enfin, en bilan, on peut voir que le Front populaire dessert progressivement le verrou et atténue les obstacles à une diffusion massive du sport en éducation physique selon Saint-Martin en 2005, mais la priorité est vraiment sur une base hygiéniste.